L'eau au Maroc. On a tous en tête, je pense, des images d'oasis, de fleuves qui irriguent des plaines bien vertes. Mais le dossier qu'on va analyser aujourd'hui commence avec une image bien plus dure. Celle d'un agriculteur qui regarde un ciel désespérément bleu. Il attend une pluie qui ne vient plus. Et toute notre discussion va tourner autour de ça. Comment un pays entier fait face quand la ressource la plus vitale, elle se met à manquer. Et la question centrale posée très directement dans nos sources, elle est brutale. Sommes-nous réellement en sécurité face au stress hydrique ? Oui, cette question, elle change tout. Elle nous sort un peu de la carte postale, si vous voulez, pour nous plonger dans une réalité beaucoup plus complexe. On n'est plus dans la poésie, là, on est dans l'urgence. Et pour y répondre, il faut d'abord qu'on soit d'accord sur les termes. C'est quoi exactement le stress hydrique ? L'analyse qu'on a ici est très claire. C'est le moment où la demande en eau d'un pays, elle dépasse les ressources qu'il a vraiment à sa disposition. C'est un point de rupture. Un point de rupture, le mot est fort. Ça veut dire qu'on est déjà dans le rouge, en quelque sorte ? C'est le point le plus important que soulignent les auteurs. Ce n'est pas une menace pour demain ou une projection pour 2050. Non, non. Le texte est formel, c'est une réalité actuelle. Le Maroc vit déjà dans cette situation de déséquilibre. La demande est structurellement plus forte que l'offre naturelle. D'accord, on est déjà en état de stress. Mais est-ce que les sources expliquent pourquoi ? Qu'est-ce qui nous a amenés là, concrètement ? Non, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est le résultat d'une sorte de tempête parfaite. Les documents identifient 3 grands phénomènes qui se combinent, qui s'additionnent. Le premier, c'est le plus évident, la baisse des précipitations. Il pleut moins et surtout de manière beaucoup plus erratique. Fini les saisons des pluies prévisibles, quoi. Le deuxième, c'est la hausse des températures. Et ça a un double effet assez pervers. Ah oui, Oui, non seulement ça accélère l'évaporation de l'eau qui est stockée en surface, dans les barrages par exemple, mais ça augmente aussi les besoins, surtout pour l'agriculture. Et le troisième facteur, j'imagine que c'est nous, l'humain. Exactement. Le troisième facteur, c'est la démographie. La population marocaine a augmenté, l'économie s'est développée, et tout ça, ça demande plus d'eau. Plus de gens à alimenter en eau potable, plus d'usines, plus de tourisme, plus de cultures à irriguer. Et quand on met ces 3 phénomènes ensemble, moins de pluie, plus de chaleur, plus de besoins, ça crée un effet d'étau. La pression devient énorme. C'est très clair. Mais face à ça, on a construit une réponse. L'image qui vient tout de suite à l'esprit, ce sont ces immenses barrages qui parsèment le pays. On nous les a toujours présentés comme la solution, le bouclier anti-sécheresse. Et c'est là que l'analyse nous force à changer de perspective. Complètement. On a cette image d'Épinal du barrage comme une usine à eau, une source presque inépuisable. On se dit, bon, on a les barrages, donc on est en sécurité. Mais le texte nous rappelle une vérité physique toute simple, presque brutale. Un barrage ne crée pas d'eau. C'est juste une baignoire géante. Et si la pluie ne coule pas du ciel, la baignoire, elle reste vide. Une baignoire géante, j'aime beaucoup l'image, parce qu'elle montre bien la dépendance. Un barrage n'est pas une source, c'est un stock. Et un stock qui ne se remplit pas, c'est un stock qui s'épuise. C'est tout le paradoxe. On a des infrastructures impressionnantes, des chefs-d'œuvre d'ingénierie, mais leur efficacité totalement suspendue au climat. Les documents montrent que les taux de remplissage peuvent s'effondrer de manière dramatique. On peut passer de 70% à 30% en quelques saisons à peine. Et un barrage à 30%, ce n'est plus une assurance vie, c'est un voyant rouge qui clignote sur le tableau de bord du pays. Et concrètement, quand ce voyant s'allume, et il se passe quoi ? Quelles sont les conséquences directes en chaîne ? C'est un effet domino. Vraiment. Et ça touche tous les aspects de la vie. L'analyse les liste très bien. Le premier maillon, c'est l'eau potable. Des villes entières dépendent de ces réserves. Un niveau bas, ça veut dire qu'il faut commencer à envisager des restrictions, des coupures. Le deuxième maillon, c'est l'agriculture. C'est le plus gros consommateur d'eau. Moins d'eau dans les barrages, c'est moins d'eau pour l'irrigation. Pour un agriculteur, ça veut dire perdre sa récolte, et donc son revenu. on imagine le drame humain derrière ça. Et ce n'est pas tout. Il y a un troisième impact qu'on oublie souvent, l'énergie. Une partie de l'électricité du Maroc est hydroélectrique. Donc moins d'eau, c'est aussi moins d'électricité disponible. Du coup, ça peut obliger le pays à importer des énergies fossiles, plus chères et plus polluantes. On voit bien le cycle. Oui, on voit comment un problème climatique, au départ, le manque de pluie, se transforme en crise sociale, économique et même énergétique,
Attendez, il y a une phrase dans le texte qui m'a vraiment interpellé à ce sujet. On parle de chiffres, de pourcentages, et d'un coup on lit ça. Derrière chaque chiffre officiel, il y a des agriculteurs en difficulté, des restrictions d'eau et des choix stratégiques complexes. Ça change tout, non? Absolument. Ça remet l'humain au centre. C'est ça. C'est le moment où on quitte le tableau Excel pour entrer dans la vie des gens. Un taux de remplissage qui baisse de 5%, ce n'est pas une abstraction. C'est une famille dans une zone rurale qui voit son quotidien bouleversé. C'est un responsable politique qui doit faire un arbitrage terrible. Est-ce qu'on privilégie l'eau pour les villes ou pour les champs qui nourrissent ces mêmes villes? Ces chiffres, ils ne sont pas froids, ils sont lourds de conséquences humaines. Diminuer des baignoires qui se vident. Et ça rend d'autant plus absurde un autre problème que le texte met en lumière, celui du gaspillage. L'eau qu'on a, mais qu'on jette. C'est le deuxième grand volet de l'analyse. Et c'est peut-être le plus frustrant, en fait. Parce que si on ne contrôle pas la pluie, on contrôle l'eau qui sort de nos robinets. Et là, le constat est sévère. Ce qui est frappant, c'est que les exemples donnés sont presque banals. Un robinet qui goutte, un arrosage automatique en plein soleil, une fuite sur une canalisation, on a tous déjà vu ça. Et on se dit, pris isolément, que ce n'est pas bien grave. C'est le piège de la perception individuelle. On pense à l'échelle de sa propre consommation, de sa propre petite fuite. Mais l'un des points forts de ce dossier, c'est qu'il nous oblige à changer d'échelle, à faire l'addition de toutes ces petites choses. Et le résultat est vertigineux. On parle de millions de mètres cubes d'eau perdus chaque année. Des millions de mètres cubes, c'est fou. Ça nous renvoie à nos gestes du quotidien. Qui n'a jamais laissé couler l'eau en se brossant les dents en se disant « c'est pas grand-chose ». Le texte nous montre que l'addition de tous ces pas grand-chose, c'est une quantité d'eau colossale. C'est exactement ça. Ces millions de mètres cubes gaspillés, c'est l'équivalent de la consommation annuelle de villes entières. C'est de l'eau qui aurait pu remplir un peu plus nos fameux barrages ou qui aurait pu sauver des récoltes. Et c'est ce qui amène les auteurs à cette formule très forte qui est presque un cri d'alarme. Chaque goutte compte réellement. Ce n'est pas un slogan publicitaire, non. C'est une vérité mathématique dans un contexte de pénurie. On passe donc d'une culture de l'abondance, où l'eau est presque indue, à une culture de la préciosité. C'est un changement de paradigme complet. L'analyse insiste beaucoup sur cette idée de responsabilité partagée. Le geste d'un citadin à Casablanca a un impact sur la disponibilité de l'eau pour un agriculteur dans le Souss. Tout est lié. On n'est plus des simples consommateurs d'eau, on en est tous, à notre échelle, les gestionnaires. Bon, le tableau est posé. Pression sur les ressources, fragilité de nos stocks, gaspillage massif. La question qui brûle les lèvres, c'est: est-ce qu'on est condamné? Est-ce que ce stress hydrique, c'est une fatalité? Heureusement, la réponse qui se dégage des documents est non. C'est une situation extrêmement sérieuse, mais ce n'est pas une condamnation. Le texte est très clair là-dessus, ce n'est pas une fatalité. Il y a des leviers, des marges de manœuvre. Alors, quels sont-ils? Par où on commence? L'analyse propose une sorte de feuille de route qui s'articule autour de 3 piliers. Un triptyque où chaque élément est indispensable. Le premier pilier, et c'est présenté comme le socle de tout le reste, c'est une prise de conscience collective. D'accord, mais une prise de conscience collective, ce n'est pas un peu vague? Est-ce que les documents donnent des exemples concrets de comment on y arrive? C'est une excellente question. L'idée, ce n'est pas juste de dire aux gens « économisez l'eau », c'est de faire comprendre pourquoi. C'est faire en sorte que cette image de la baignoire géante à moitié vide, elle soit dans toutes les têtes. C'est expliquer l'effet domino dont on parlait tout à l'heure. Avant de demander des efforts, il faut que chaque citoyen comprenne la gravité de l'équation. Sans ça, les mesures techniques sont perçues comme des punitions, pas comme des nécessités. D'accord, donc l'information, l'éducation, comme point de départ absolu. Et ensuite, quel est le deuxième pilier? Le deuxième, ce sont les solutions techniques intelligentes. Une fois qu'on a la prise de conscience, il faut les outils. Et là, le champ est vaste. Ça va de la modernisation des réseaux pour réparer les fuites, on a vu que c'était un gisement d'économie énorme, au développement de techniques d'irrigation beaucoup plus sobres, comme le goutte à goutte. Il y a aussi des options plus high-tech, comme la réutilisation des eaux usées traitées pour l'agriculture, et bien sûr, le dessalement de l'eau de mer. C'est la partie ingénierie en somme, optimiser chaque goutte grâce à la technologie. Et le troisième pilier nous ramène à l'échelle de chacun, j'imagine. Fait que déplacer le problème. Donc, si je résume un peu les points de notre discussion. Le premier, c'est que le stress hydrique au Maroc, ce n'est pas de la science-fiction. C'est maintenant. Deuxièmement, nos boucliers, les barrages,
sont en fait des indicateurs de notre vulnérabilité, pas des garanties. Et troisièmement, le gaspillage. Ce n'est pas un petit problème, c'est une véritable hémorragie qu'on ne peut plus se permettre. C'est exactement la trame qui se dessine, oui. Et enfin, le plus important peut-être, c'est qu'il y a une porte de sortie. Mais elle n'est ni simple, ni unique. C'est une stratégie à 3 niveaux qui doit fonctionner en même temps. La prise de conscience, la technologie et nos gestes au quotidien. Le message de fond, c'est qu'on doit changer radicalement notre rapport à l'eau, comprendre qu'elle n'est pas infinie. Et c'est ce qui nous amène à la conclusion du texte, sa toute dernière phrase. Elle est courte, mais elle pèse lourd. Elle dit « La protéger, c'est protéger notre avenir ». Tout est là. Ce n'est pas juste une question de confort ou d'écologie. Non. C'est une question de survie, de développement et de stabilité pour le pays. C'est un avertissement très solennel. Et ça laisse une dernière pensée à explorer. Le dossier martèle que la prise de conscience collective est le point de départ de tout. Alors la question qui reste, c'est si comprendre l'enjeu est le premier pas, quelle forme concrète cette prise de conscience doit-elle prendre au quotidien pour qu'on dépasse les gestes symboliques et qu'on réussisse vraiment à infléchir la tendance ?